Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Rencontres du Lutetia. Pour ce 6e épisode, on a le plaisir de recevoir Saïd Hamiche, producteur et réalisateur franco-marocain. Il a produit certains des plus grands noms du cinéma marocain, tels que Fawzi Ben Saidi, Nabil Ayouch, Leila Merakchi, Kamel Zrakh et bien d'autres. Dans cet épisode, on retrace son parcours, il nous parle de sa double casquette réalisateur-producteur, et on évoque aussi plus longuement les films qu'il a réalisés, notamment La mer au loin, son dernier long métrage qui sortira bientôt en salle au Maroc. Je vous laisse avec notre conversation. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux pour ne manquer aucun épisode. Bonjour Saïd. Bonjour. Tu es réalisateur, producteur franco-marocain. Tu as notamment coproduit Much Love de Nabil Ayouch. Tu as produit Volubilis et Désert de Fawzi Ben Saidi, mais aussi Reine de Yasmine Benkiran et Les Meutes de Kamel Zrakh. Plus récemment, le dernier film aussi de Leila Merakchi, La Mas Dulce. En 2017, tu réalises ton premier long métrage, Retour à Bolène, puis en 2020, le court métrage Le Départ, qui est nominé au César et remporte de nombreux prix en festival. Puis en 2024, tu réalises La mer au loin, qui a été présentée à la Semaine de la critique à Cannes l'an dernier. J'aimerais commencer ce podcast par te demander, c'est quoi ton premier souvenir de cinéma? Alors, le premier souvenir de cinéma, je crois que c'était Caisse de Ken Loach, dans le dispositif Collège au cinéma. Et je m'en rappelle bien parce que ça a été quand même un choc assez important parce que c'est un grand film et voilà. Et je me rappelle, je crois que la même année, on avait vu L'amour aux trousses de Hitchcock et Caisse de Ken Loach. Donc, ça a été deux films qui ensuite m'ont marqué, quoi. Tu as quitté le Maroc à 11 ans pour la France. Est-ce que tu peux me raconter ton arrivée à Bologne, si je ne me trompe pas, et puis ce qui t'a conduit au cinéma par la suite? Alors, je suis pas arrivé exactement à Bologne. Je suis arrivé en France dans un petit village juste à côté, un petit village assez charmant qui s'appelle la Baume de Transit. Et non, mais moi, j'ai rejoint mon père en France, donc j'ai quitté le Maroc à 11 ans, ce qui est très très jeune, parce que j'ai quitté ma mère. Je suis allé vivre avec mon père et donc oui, je suis arrivé dans ce petit village alors que j'habitais à Fès, qui est une grande ville. Je suis arrivé dans ce petit village un peu perdu au milieu de nulle part et voilà, je pense que ça a conditionné ensuite beaucoup de choses, parce que ça a été quand même un événement assez fondateur dans ce que je suis devenu, dans la manière d'appréhender. Et on dit qu'on fait beaucoup de choses avec nos angoisses et nos névroses, et je pense qu'il y en a pas mal qui sont liés à ce départ. Non, après, je me rappelle, j'avais au lycée, donc 4 ans après, après, on est allé à Bolène, et j'étais au lycée dans la Drôme à Pirlat, et j'avais un ami qui voulait faire du cinéma. Et moi, c'était à l'époque où les DVD, il y avait pas, on était beaucoup sur les DVD, et voilà, j'aimais regarder des films en DVD. J'avais déjà vu des films au cinéma, je parlais tout à l'heure de Caisse, de La mort aux trousses. Et l'idée de faire du cinéma me paraît, à la fois, c'est une idée toute simple, mais me paraissait à l'époque assez brillante. Je me suis dit, mais c'est génial. Un truc qui n'a pas l'air d'être un travail éreintant, parce que moi, quand même, je viens d'un milieu où mon père était agriculteur et qui s'est un peu bousillé la santé par son métier. D'un coup, la possibilité déjà de quitter ce trou perdu. Maintenant, c'est une région que j'adore, mais pour moi, à l'époque, je voulais juste qu'une chose, c'est m'enfuir loin, c'est-à-dire partir à Paris. L'idée de fuir, d'aller à Paris, de partir du sud, de partir des villages et des petites villes, et en plus de faire un truc qui avait l'air aussi cool que le cinéma, me paraissait absolument une idée géniale. Et je suis resté un peu là-dessus sans trop le prendre au sérieux. Et puis au moment de l'orientation, alors que j'étais plutôt scientifique, au moment du choix post-bac, j'ai un peu sur un coup de tête, je me suis dit en fait non, j'ai pas envie de faire un truc qui est sérieux, alors qu'il y a ce truc qui a l'air génial, qui est le cinéma, et je me suis inscrit à la Sorbonne au cinéma. Et ensuite, tu as fait la FEMIS? Oui, exactement. Okay. J'ai fait 3 ans à la Sorbonne. À 18 ans, c'est pas facile, parce que quand vous arrivez à Paris à 18 ans, il n'y a pas beaucoup d'heures de cours à la fac en France. Le système est fait un peu bizarrement. En fait, je suis arrivé à une fac de cinéma, on était 500, 600 au début. Au bout de 2-3 mois, on était 50.
Donc, il y a vraiment tout le monde. En fait, ouais, les gens viennent, ne reviennent pas. Il n'y a pas beaucoup de cours, il y avait 15-16 heures. Donc, c'était un peu déprimant parce qu'on se rend bien compte que tout le monde ne va pas faire du cinéma. Mais en même temps, c'était génial parce que ça a été vraiment 3 ans de fac que j'ai fait une licence où j'ai énormément, énormément regardé des films. Parce qu'il y avait à la fois la cinémathèque de la Sorbonne et il y avait aussi ces cartes illimitées qui donnaient accès à tout le quartier latin, au Reflet, au Champeau, etc. Donc, je regardais pendant 3 ans, j'ai dû regarder 2 films par jour. C'est ça qui a été un peu, parce qu'en fait, je venais un peu sur une intuition. Moi, j'étais scientifique, d'un milieu pas forcément cinéphile. Donc, j'avais vu quelques films et des quelques films DVD. J'avais une culture un peu américaine. J'adorais Fight Club, des films comme ça qui avaient fait date à l'époque. Mais j'avais pas une culture classique vraiment profonde. Et ces 3 années de fac, bon, vraiment, ça a été vraiment le début de ma cinéphilie, vraiment, à proprement parler. Est-ce qu'il y a un enseignement, que ce soit à la Sorbonne ou à la FEMIS, que tu as gardé, enfin, que tu as toujours en tête aujourd'hui, quelque chose qui t'a marqué? Ah oui, plusieurs. Euh, C'était pas les cours les plus marrants, mais je me rappelle quand même beaucoup des cours à la fac, ouais, de François Ninet, le père le père de Pierre Ninet, qui était à la fois spécialiste du documentaire et spécialiste du film noir américain, notamment. Et c'était beaucoup et aussi d'Alain Bergala. Mais Alain Bergala que j'avais à la fac et que j'ai retrouvé à la FIMIS. Et c'est surtout les enseignements qui sont les plus sur qu'est-ce que c'est que la mise en scène, qu'est-ce que c'est qu'un plan, et un truc à la fois que j'aimais beaucoup chez eux, c'est-à-dire d'une extrême intelligence et une extrême sophistication, mais en même temps d'un truc très simple et très limpide de la mise en scène. Notamment, parce que tous les deux étaient sont des grands amoureux d'Hitchcock. Et donc, eux, leurs 2 cours sur notamment regarder un film sans le son, écouter la bande son séparément. Je pense que c'est ça qui m'a un peu donné le plaisir de ce truc de mise en scène, de dire, voilà, en fait, avec peu de choses, on peut faire des choses très, très fortes. Pendant tes études, tu montes la société de production en France, Barnet Productions, et ensuite Montfleury au Maroc. Et tu commences à produire des courts, puis des longs. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans la production? Moi, du coup, je viens de ce milieu où je sais pas, je découvre du coup la cinéphilie, je commence à vouloir aimer les films. Et quand je veux rentrer à la FIMI, je me dis, bon, quel est l'endroit où je peux être le plus utile et le plus fort, entre guillemets. Et je me dis, et je me dis que mon côté, parce que j'étais très jeune, je me dis, mon côté scientifique, un peu matheux, parce que j'étais vraiment là-dessus, et peut m'aider soit en production, soit en montage. Et du coup, l'idée le montage, c'est vraiment un truc que je trouve passionnant. Et souvent, les monteurs de films sont très sous-estimés, puisque c'est vraiment des grands contributeurs artistiques au film, d'un point de vue d'écriture, de rythme, de tout, de jeu d'acteurs, etc. Le montage est une discipline incroyablement riche. Et quand on regarde les filmographies de monteurs, on voit qu'il y a des monteurs qui font beaucoup de très très bons films et qu'ils ont une part importante dans la qualité des films. Mais l'idée de passer mes journées dans une salle de montage m'angoissait au plus haut point. Donc je pense que c'est un métier très dur, très 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 important, mais qui est fait pour d'autres gens que moi. Et du coup, rester la production, je me suis dit voilà, c'est un peu bon, il y a un peu tout, mais je savais pas trop ce que c'était que la production, parce que tant que vous n'avez pas produit, il y a autant de producteurs que de manières de produire, et c'est un métier un peu fourre-tout. On peut le faire de manière très différente. On peut venir d'une famille très riche et avoir plein de gens. On peut le faire de manière très artisanale. Donc, je me suis inscrit à la FIMIS en production. J'ai eu la chance d'être pris, et c'est vraiment là où j'ai commencé à apprendre la production. Et j'ai aimé ce côté très polyvalent. La production, c'est vraiment, surtout quand vous le faites dans le cinéma d'auteur, c'est à la fois un rôle artistique parce que vous êtes quand même l'accompagnateur du début jusqu'à la fin d'un film. Mais en même temps, ce truc un peu excitant des projets, il y a un côté où on s'ennuie jamais en production. C'est un peu galère, mais on s'ennuie jamais. Une journée, une année même. Des fois,
Là, j'ai l'impression que certaines années passent en un souffle tellement il y a les projets, les scénarios des uns, les tournages des autres, les post-productions des... Et donc, j'ai découvert cet amour-là d'accompagner des gens à l'école, même si on n'est pas producteur véritablement des producteurs parce que c'est l'argent de l'école, c'est le matériel de l'école, c'est les techniciens, sont les autres étudiants. Donc, il n'y a pas cet enjeu financier et entrepreneurial qui est très important. Mais j'ai quand même appris l'essentiel à la FEMIS, c'est celui que produire, c'est accompagner un auteur ou une autrice. Et ça m'a plu et j'ai rencontré des gens géniaux avec qui j'ai eu envie de continuer. Donc ensuite, je me suis lancé un peu sur un coup de tête et la société a pris. Voilà, il y a beaucoup de choses que j'ai faites que j'aurais pas forcément pu faire si je savais à quel point c'était compliqué. Des fois, un peu d'ignorance aide à aller de l'avant. Et puis, c'est un métier qui est tellement stressant aussi. On apprend à appréhender le stress. Il y a des choses qui m'arrivent aujourd'hui. Si elles m'étaient arrivées il y a 10 ans, je serais là. On apprend à gérer les choses, à relativiser, à anticiper. Donc, mais oui, c'est un métier qui pas de tout repos. Ouais. Et 7 ans après la création de Barney Productions et puis de nombreux projets produits, tu décides de réaliser ton premier long métrage. Tu dis souvent d'ailleurs en interview que tu produis par passion et tu réalises par nécessité. Il y a quelque chose de viscéral du coup dans l'acte de création. Je me suis demandé à quel point ton regard de producteur impacte ta mise en scène et puis vice-versa. Est-ce que le fait d'avoir réalisé t'a permis d'appréhender différemment la production des films suivants? Oui, parce que moi, quand je me suis mis à réaliser, je me suis pas dit, ah bah c'est super, j'arrive à faire ce que je veux faire, du coup j'arrête de produire. Moi, j'adore produire. Ouais. Et en effet, ça aurait été beaucoup plus simple si j'avais pas eu ce besoin, cette envie, ce désir de réaliser. Parce que voilà, c'est plus clair pour tout le monde. Et des fois, les gens, voilà, quand vous avez 2 casquettes, c'est pas toujours évident. Donc, j'ai produit pas mal de films et j'étais très heureux. Mais le déclic de Retour à Bolène a été vraiment un déclic viscéral. Il y a eu vraiment cette envie, ces besoins. Voilà, je me suis senti pas représenté. En tout cas, cette envie de représenter cette chose-là très particulière, notamment liée à la ville de Bolène où j'avais grandi, parce que ma mère déménageait de cette ville. Donc, j'ai eu besoin d'un témoignage parce que ça me paraissait quelque chose de manquant. Et puis, je m'y suis mis à écrire. Ça allait vite. Je l'ai fait avec des copains. Le film a été un peu une espèce comme ça de bulle, d'arrachement comme ça que j'ai pu faire. Et ça m'a quand même, ça a quand même mis à un endroit où je me suis dit, oui, c'est quand même quelque chose que j'ai envie d'occuper et de creuser. C'est-à-dire de comment raconter cette question identitaire qui m'obsède et qui est l'objet des 3 films que j'ai réalisés. Ensuite, oui, bah, évidemment que le fait d'avoir produit, évidemment, il y a plein de... c'est parfois mal vu, mais moi, je trouve la production telle que moi, je la pratique, c'est-à-dire la production du film d'auteur, évidemment, vous apprenez plein de choses, parce que vous êtes en écriture, vous êtes sur le plateau, vous êtes en post-production, donc vous savez ce que c'est, comment fabriquer un film. Après, si je devais donner des conseils à quelqu'un qui veut faire des films, je lui dis, la meilleure formation pour faire des films, c'est de faire des films. Ouais. C'est-à-dire, vous pouvez produire 52 millions de films. Si vous pouvez faire un très mauvais film, et vous pouvez être un gigantesque acteur et pas savoir. La mise en scène reste quelque chose pour moi, de totalement mystérieux. Parce que je crois qu'il y a quelque chose de vraiment de soi on a beau apprendre, c'est pas évident. Par exemple, à la FEMIS, il se pose beaucoup de la question de qu'est-ce que c'est qu'une école pour réalisateurs, qu'est-ce qu'on apprend quand on veut apprendre la réalisation, la direction d'acteurs, mais c'est pas évident à apprendre la mise en scène. Donc, moi, la production, ça a été mon parcours et je trouve ça normal. Il y a des chefs-op qui font des films, des comédiens qui font des films, des scénaristes qui font des films. Ça me choque pas qu'un producteur qui connaît la chaîne de bout en bout fasse des films. Encore faudrait-il qu'il ait des choses à dire. Mais moi, ça m'a beaucoup aidé. Quand j'ai fait mon film, j'avais déjà travaillé avec Nabil Ayouch, avec Fawzi Ben Saidi. J'avais vu travailler avec Clément Cogitor. J'avais travaillé avec Leïla Bouzid. Donc, j'avais vu quand même beaucoup de gens travailler et forcément, ça m'a beaucoup aidé. Et aussi réciproquement, quand j'ai réalisé, ça a beaucoup nourri ma pratique de producteur parce que il y a des endroits
quand vous faites un film. Il y a des endroits qui ne sont pas rationnels. Et cet aspect irrationnel, quand vous l'avez expérimenté, vous pouvez mieux le comprendre en tant que producteur. C'est-à-dire, c'est plus dans le ressenti, l'instinct? Oui, c'est-à-dire que quand vous réalisez un film, vous êtes parfois tellement en fragilité, tellement vous avez une perception des choses qui peuvent être très, très différentes, que vous n'êtes pas dans un rapport rationnel aux choses. Donc, moi, quand j'étais producteur et que j'avais affaire à des réalisateurs, réalisatrices qui n'étaient pas parfois dans des zones, je comprenais moins. Maintenant que j'ai réalisé 3 films, je vois qu'il peut y avoir des choses irrationnelles, mais qui sont tout à fait logiques et absolument et qui font partie du processus interne à chaque auteur et à chaque réalisateur et à chaque réalisatrice. Et du coup, c'est vrai que le dialogue entre la production et la réalisation m'a beaucoup aidé. Il ne faudrait pas qu'il m'aide trop non plus, parce qu'à un moment, la production a aussi des impératifs et des contingences. Mais c'est vrai que je trouve que l'un nourrit l'autre. Mais en France et au Maroc, ça se fait beaucoup. Par exemple, il y a Nabil Ayouch qui produit et qui réalise. J'ai appris récemment qu'Otto Daines, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup, était producteur aussi par ailleurs pour d'autres films. Le réalisateur Danora Scheinbecker a produit récemment un film. Donc, en France, ça se fait moins, mais au Maroc et dans plein de pays, produire et réaliser, c'est quelque chose qui arrive souvent. Ouais. Pour en revenir à Retour à Bolène, j'ai vu que le tournage s'était fait en une quinzaine de jours avec un budget rikiki pour un long métrage, soit un peu plus de 200 000 euros. Après, je ne sais pas si c'est une info exacte. Mais du coup, est-ce que Retour à Bolène, c'était au départ un court métrage ou est-ce que ça a été pensé dès le début comme un long? Alors, Retour à Bolène, ce que je dis, je l'ai fait entre l'idée et le film et le tournage, il n'y a même pas eu 6 mois. J'ai eu cette chance-là, c'est-à-dire que j'ai eu une espèce de pulsion. Ma mère quittait la ville et je me suis dit, il faut que je garde une trace. Et cette ville que j'ai un peu détestée par le passé, parce que c'est une ville qui a été déclassée. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Maintenant, la ville, elle renaît de ses cendres. C'était un moment une ville que moi j'ai quittée, qui a été gouvernée par l'extrême droite. C'est une ville où il y avait beaucoup de pauvreté, en tout cas, la cohésion sociale, si on peut parler de cohésion sociale, était vraiment au plus bas. Et donc, cette ville que j'aimais pas trop, et j'étais content que ma mère parte, ça a quand même nourri en moi quelque chose d'assez mélancolique. Et je me suis dit, en fait, il y a une part de cette identité-là que j'ai envie de garder. Et le film est né de ça. Donc, le film s'est fait très vite. Il s'est fait... Je ne savais même pas quelle durée il allait faire. Donc, j'ai écrit un scénario assez vite qui faisait 70 pages et qui n'était pas très long. Et j'ai pris des potes et on a pris même moins de 200 000 euros et on a fait le film. Sans aucun financement. Et le film, sur le montage fini, en fait, avec Xavier Servin, qui est un super ami, un super monteur, quand on a monté le film, on s'est dit, la durée idéale du film, c'est 1h07. C'est une durée un peu bâtarde, mais ça en faisait un long métrage et il est sorti comme ça. Est-ce que tu as déjà travaillé sur un projet en tant que réal ou producteur qui n'a pas du tout vu le jour? Enfin, j'ai l'impression qu'on voit souvent en tant que spectateur uniquement les projets qui ont abouti et réussi. Mais est-ce qu'il y en a que tu n'as pas du tout réussi à terminer? Alors malheureusement, c'est la réalité de la production. Oui. On a eu de la chance, ça nous est pas beaucoup arrivé. Okay. Mais il y a plusieurs stades où vous pouvez arrêter le projet. Déjà, il y a des projets où on n'arrive pas à les écrire. Okay. C'est même pas on vous dit non, vous n'avez pas le droit de les faire, on n'arrive pas à les écrire. Les auteurs écrivent, ils n'arrivent pas, ils ne se débloquent pas. Okay. Ils disent, voilà, ils trouvent pas leur film. Ça peut paraître parfois un peu, comment dirais-je, un peu facile comme ça de dire, voilà, comment ça n'arrive pas à écrire. Mais des fois, c'est vraiment, on fait 4-5 ans et on a l'impression que c'est exagéré de le dire, mais les auteurs ne trouvent pas le film. C'est écrire un scénario, c'est débloquer quelque chose. Et donc, la cause numéro 1 des films qu'on ne fait pas, c'est ça. C'est qu'on n'arrive pas au bout de l'écriture. Des fois, il y a des désaccords très, très profonds sur l'écriture. Nous, en tant que producteurs, on n'arrive pas à savoir où va l'écriture. Dans ce cas-là, on se sépare amicalement. Et le troisième cas qui est encore plus difficile, c'est qu'on va au bout, tout le monde est content et on n'arrive pas à financer. Ouais. Et ça, oui, ça nous arrive. Ça nous est pas arrivé beaucoup, mais vraiment très rarement. Mais ça arrive et vu la difficulté aujourd'hui du financement du cinéma d'auteur,
malheureusement, ça va arriver plus souvent encore. Dernière question sur Retour à Bolène. Tu racontes enfin, pour un peu recontextualiser, tu racontes le retour de Nassim, 30 ans, qui vit désormais confortablement à Abu Dhabi avec sa femme américaine. Il retourne dans sa ville natale, Bolène, un lieu sinistré, plat, où il ne se passe pas grand-chose et où les habitants votent majoritairement pour l'extrême droite. Ce retour d'un transfuge de classe dans les lieux qui l'ont construit, voire détruit, au sein d'une famille qu'il méprise, et puis l'écart qui se creuse entre la manière dont il voit le monde et de sa famille. Ça m'a vraiment fait penser aux écrits d'Annie Ernaux, Édouard Louis, enfin Didier Ribon, qui dans Retour à Reims raconte sa jeunesse, enfin aussi dans un milieu modeste. Est-ce que c'est des écrits qui t'ont inspiré? Annie Ernaux, oui, beaucoup, puisque j'ai quelques... Et Retour à Reims, c'est marrant, j'ai découvert après avoir... Et évidemment que j'ai gardé le titre en référence aussi, mais parce que ça me plaisait aussi. Évidemment que c'est des textes qui m'ont beaucoup parlé, mais aujourd'hui, je répondrai pas la même chose à la sortie du film. Okay. À la sortie du film, oui, je sentais une proximité plus forte. Aujourd'hui, je me dis quand même, dans la France d'aujourd'hui, le transfuge de classe, mais la question raciale est encore plus forte. C'est-à-dire que, en tant qu'Arabe de France, cette question de transfuge de classe, elle est quand même à double entrée. Il y a quand même la question du déclassement des parents, la question du regard de clash qu'il a vis-à-vis de sa famille, mais aussi la question de l'identité. Et dans la question d'identité, il y a quand même quelque chose qui est fondamental et qui, je pense, quand j'ai fait le film, j'étais plus obsédé par la question du transfuge de classe, et je pense que dans le film il y a autant le transfuge de classe que la question d'Arabe de France. Évidemment, moi je voulais apporter cette donnée-là, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un transfuge de classe qui en plus est dans une forme de légitimité par rapport au pays dont il vit. C'est-à-dire moi je suis né au Maroc, donc moi j'ai un rapport à la France beaucoup plus sain parce que je sais d'où je viens. Je suis né à Fès, j'ai grandi à Fès, je suis totalement... Ça n'a pas de crise identitaire. Mais quand j'étais en France et j'ai grandi en cité, j'ai vu des gens qui avaient mon âge, qui étaient nés en France et qui étaient dans le gouffre identitaire que des quartiers français. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, un pays, on se rend bien compte qu'on n'est pas au centre du jeu, que ce pays ne veut qu'il y a quand même un déclassement, qu'on n'est pas totalement, qu'il y a une espèce délabrement comme ça dans le tissu social, et aussi ce fantasme du pays. Donc moi, ça m'intéressait de me dire comment un Français quelqu'un de né en France peut se construire sur ce socle qui n'est pas très stable. Et donc j'ai fait ce transfert. C'est pas un film totalement personnel, parce que mais ça m'intéressait de voir. Et parce que quand j'étais, grâce au cinéma, où j'étais beaucoup à Abu Dhabi, etc., et à Dubaï, au Qatar, et je voyais beaucoup de Français d'origine maghrébine qui trouvaient dans le Golfe une forme d'épanouissement parce qu'il y avait quelque chose d'identitaire plus apaisé. Et ils me disaient, le fait d'avoir migré là, c'est qu'ils regagnaient leur francité parce qu'ils étaient considérés comme français, et aussi leur arabité ou leur marocanité dans certains cas. Ils étaient à la fois, en partant nulle part dans un pays dont ils ne connaissaient rien, qu'ils arrivaient à bénéficier enfin de leur double culture. Et c'est ça qui m'intéressait de creuser, de me dire comment on revient sur sa propre identité, mais qui est une identité rejetée. Bon, après, évidemment, il y a beaucoup de colère chez le personnage et qui passe aussi par la famille, par la transfuge de classe, qui n'est plus d'accord du tout avec sa famille, même sur des choses assez banales. Quelques années après Retour à Bolène, tu réalises Le Départ, qui raconte l'été de Hadil, un garçon de 11 ans, passant ses journées avec sa bande de copains en attendant les derniers exploits de son héros Hicham El Guerrouj. Il s'apprête à quitter son pays avec son père et son frère pour partir vivre en France. Il se dégage du film quelque chose de lumineux et d'épuré. Il n'y a pas beaucoup de dialogue, une mise en scène
maîtrisée, juste et précise. La cinématographie aussi est sublime, l'image est très belle et mélancolique. Et tu parles souvent du travail avec la chef opératrice. À propos de cette esthétique du souvenir qui imprègne le film dès les premières minutes. Comment est-ce que vous avez pensé et construit cette esthétique du souvenir? Alors, déjà, c'était une super collaboration avec Marine Atlan, qui est une super chef opératrice et qui est aussi réalisatrice, qui fait des films sublimes. Donc, elle m'a vraiment beaucoup aidé et pendant le casting et pendant. En fait, après Retour à Bolène, qui était un film fait vite, je me suis dit, bon, si je veux réaliser, je suis passé par le court-métrage et. Le truc plus classique. Plus classique et financé, etc. Et c'est le film peut-être le plus personnel, le départ. C'est celui où j'emprunte le plus à mon propre vécu. Même si, évidemment, moi, j'aime pas l'autobiographie dans ce cas-là de factuel, parce que ça peut être magnifique, mais moi, ça me pèse plus qu'autre chose. Je préfère toujours prendre des éléments personnels et les redispatcher dans la fiction. En tout cas, c'est ma méthode. Il y a la question de comment le souvenir sauve de l'oubli, avec cette envie-là quand même. Ces moments du passé qui sont des moments charnières où toute une vie basculée peuvent réexister grâce au souvenir et le souvenir devient donc la fiction. Donc, ça a été très vite quand même. Le souvenir vient marqué par la voix off. Dès que c'était vraiment important pour moi. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, que j'aurais aimé peut-être faire encore plus dans mes films, mais ça viendra. En tout cas, c'est la forme de la voix off et la forme du récit, en tout cas de ce décrochage du décrochage de la voix off m'intéresse énormément. Et après, oui, on a joué sur cette image un peu à la fois. On n'a pas joué le cliché du film souvenir avec une image un peu passée, On a vraiment essayé en surexposant, en travaillant sur le grain. Et c'est surtout dans la forme de la dramaturgie qu'on a travaillé ce truc de souvenir. C'est beaucoup des scénettes et des choses comme ça. Et l'enfance, parce que les enfants de 10 ans ne font pas de film. Donc, il y a déjà, dès qu'on fait un film sur l'enfance, c'est un film de souvenirs. Donc, il y a ça, il y avait plusieurs trucs. Et ce que vous avez dit, oui, c'est de ce truc très épuré, presque suspendu. C'est ça. Et la musique d'Araujo qui m'a beaucoup, qui est très épurée, qu'au piano, qui m'a rappelé ça. Il y a cette forme de mélancolie et d'épure qui est quand même très liée au passé, quoi. Je me suis aussi posé la question de la voix off. C'est une voix off qui distille ce sentiment de nostalgie pendant tout le film. Du coup, est-ce qu'elle a été pensée dès le début de l'écriture? Oui, mais ça a été pas mal modifié. C'est-à-dire que il y avait cette envie de voix off, mais elle n'était pas totalement stabilisée dans le scénario. Et surtout, il y avait pas forcément les mêmes informations. C'est-à-dire qu'on l'a enregistré à la fin on l'a re-enregistré à la toute fin. Parce que de toute façon, sur tous les films et sur le départ d'autant plus, j'aime bien, en tout cas, que le film s'inspire. En tout cas, quand je tourne, j'aime bien changer des choses, et notamment le rapport au réel. Notamment quand j'ai fait mes repérages, moi j'avais le souvenir de Fès, des nouveaux quartiers qui étaient en train de se construire, où il y avait beaucoup d'immigrés qui venaient construire des maisons, où la classe moyenne venait aussi construire des choses. Donc, je me suis pas mal réadapté le scénario en permanence, et la voix off a migré vers quelque chose de plus factuel, plus insignifiant, mais qui donnait aussi ce côté un peu arbitraire du souvenir d'un enfant. Vous allez vous souvenir d'une odeur, d'une lumière, d'un détail, pas forcément des choses les plus. Bon, évidemment, il y a l'événement sportif qui est majeur, qui est là, qui est presque ce qui rend ce souvenir vrai. Les moments historiques grands donnent de la crédibilité à nos souvenirs. Mais il y avait aussi plein d'autres choses. À un moment, il dit, sur la route, je voyais les grillades, les choses comme ça. Il y a aussi des choses comme ça qui sont très insignifiantes, mais qui, pour un enfant, vont marquer un moment de manière très précise. Ton premier film raconte un retour, le second un départ, et donc le troisième, c'est une arrivée. La mer au loin, qui est sortie en France, mais pas encore au Maroc, suit Nour, un émigré marocain à Marseille entre 90 et 2000. Pendant 10 ans, on le suit dans son errance, ses rencontres, sa quête d'appartenance. C'est un film qui dessine aussi son éducation sentimentale.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de raconter l'intime de ce personnage sur une aussi longue période? Le début de ce film, c'est quand même de dire, moi qui me sens quand même exilé, parce que même si j'ai eu la chance par le cinéma d'avoir recréé un lien très très fort avec mon pays je suis sorti je suis sorti de l'Ghorba, je suis sorti de mine de rien, j'ai eu une expérience parce que je suis parti à 11 ans, aujourd'hui j'ai 40 ans, donc j'ai quand même et je me suis dit que cet exil, ce sentiment de pas être chez soi est quelque chose. Si je dis l'exil, c'est le sentiment de pas être chez soi, c'est une très très mauvaise définition. Mais il y a pas de très bonne définition. Et je me suis rendu compte que l'exil était quelque chose que j'avais du mal à exprimer, même aux gens les plus proches. Et, et je me suis dit, bon, c'est quand même peut-être le sujet d'un film que quelque chose dont on a du mal à... Je sais qu'aujourd'hui, il faut des films qui soient très pitchables, mais Ouais. presque là, c'est l'inverse. C'est un film sur quelque chose qu'on a du mal à raconter. Donc, c'est vraiment le pire en termes de production. Là, c'est le pire. C'est-à-dire, en fait, un film sur quelque chose que vous avez du mal à raconter. Donc, et donc, l'idée était venue de dire, oui, qu'est-ce que c'est que l'exil? Et comment ça se construit? L'exil, c'est pas l'immigration. C'est pas vous prenez même, il y a des films, par exemple, sur des gens qui ont des parcours incroyables, qui partent, qui traversent un bateau, qui prennent le risque de leur vie. Il y a des films sublimes là-dessus. Mais ça, c'est traverser. L'exil, c'est se construire dans un pays étranger. Oui. C'est ça l'exil, c'est comment on arrive à se construire. Et c'est pas quelque chose de matériel, c'est quelque chose d'intime, d'émotionnel. Et donc tout le projet du film, c'est de faire un peu une aventure romanesque de l'intime sur la construction d'un exil et la construction d'une identité exilée. Donc c'était un vaste programme et progressivement, j'avais envie moi de raconter ces années-là en France, qui n'étaient pas mes années à moi, mais les années où mes frères, mon oncle ont vécu un peu ces vies-là et qui ont vécu ce Marseille-là, puis la musique rail qu'on écoutait en boucle parce que j'ai beaucoup vécu avec mes frères. Donc, il y avait ce rapport à la musique qui vient construire, qui vient penser quelque chose, la musique est à la fois c'est, elle vient vous soulager et à la fois elle vient Réveiller quelque chose. réveillé, voilà. Il y a quelque chose dans la musique. À la fois, c'est un peu à la fin, le personnage dit on aime la tristesse. Il y a quelque chose où on essaye de s'en débarrasser, mais en même temps, c'est quelque chose qu'on réactive en permanence. Donc voilà, cette envie-là de raconter l'exil. Et l'exil, pour moi, n'est pas quelque chose de temps court. Et comme j'avais fait des films plutôt avec des actions très courtes, là, je me suis dit, l'exil que je vis, moi, si en fait je le vis de 11 ans jusqu'à 40 ans. Évidemment, pour des soucis de dramaturgie, j'ai pas fait 30 ans, mais j'ai fait la durée la plus courte possible. C'est-à-dire pour moi, les 10 ans du film, c'est le plus court possible. Ok. Si j'avais, par exemple, les moyens de vieillir les personnages, mais je voulais pas le faire numériquement, j'aurais pu faire 20 ans. Et j'ai choisi 10 ans comme la période la plus courte qui puisse permettre à un exilé. C'est pour ça que je prends le personnage, il est déjà à Marseille. Ok. Parce que j'avais besoin de ce hors-champ du passé. On ne sait pas si ça fait cas. Après, même 20 ans, concrètement, en termes d'écriture, ça aurait fait des séquences beaucoup plus courtes sur chaque âge. Non, pas forcément. C'est juste une question de dramaturgie, parce que ça soit 10 ans ou 20 ans, la mémoire et la mémoire de cet exil et la construction de cet exil, il y a des moments où la vie se déroule, c'est des moments dans le film qui sont des moments où on le voit on voit le temps passer, mais on se construit sur des moments très précis. Ouais. C'est-à-dire la mémoire, moi j'aimais bien cette idée que la mémoire, que 10 ans, si vous devez raconter 10 ans de votre vie, bah, peut-être vous allez prendre 20% du temps pour raconter une soirée. Ok. Et c'est ce qu'il y a dans le film. C'est-à-dire qu'il y a une soirée, c'est 10 minutes de film. C'est ça. Et des fois, on a 2 ans, on n'a rien. En fait, tout n'est pas égal. Vous avez des moments, et ça vient de cette expression, il dit les années défilent et les jours sont interminables. Il y a ce truc où le temps, dans le passé, dans nos souvenirs, en tout cas dans le temps passé, le temps est vraiment sculpté de manière très, 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 très symbolique par moments et par des rencontres. Et ce qui vient à l'autre idée du film et ce que je voulais raconter, c'est que la construction est pas liée au temps et à l'espace, elle est surtout liée aux rencontres. Les personnages secondaires comme Serge et Noémie sont eux aussi complexes et
portent une couleur très singulière. Comment est-ce que tu conçois les personnages secondaires? Pour moi, la construction d'une intime, c'est les rencontres. Donc, je peux pas sacrifier les rencontres, donc je peux pas sacrifier les personnages secondaires. Et comme il y a il y a cette envie d'intime, il y a cette envie d'une complexité identitaire, évidemment que les personnages secondaires devaient être aussi complexes. Euh, et donc, c'est un choix d'écriture que de rendre les personnages. Euh, Moi, j'ai un rapport où je suis. Et il y a des très bons films. Il y a des grands cinéastes qui sont durs avec leurs personnages. Moi, j'ai du mal. C'est-à-dire, Ok. moi, je suis pas. J'aime les personnages et j'ai envie qu'ils expriment le meilleur de leur potentiel, qu'ils soient donc même dans quelque chose de négatif. Mais j'ai toujours envie pas de les excuser, mais de les sauver d'une certaine manière. Donc, tous les personnages secondaires seront, par exemple, sont dans le film travaillés au moins sur 2, 3 séquences. Il n'y a jamais un personnage qui va être que utilitaire pour l'action. Par exemple, l'un des personnages symboliques là de ça, c'est Paolo, le père de Serge, qui à un moment va apparaître comme vraiment quelqu'un qui va s'opposer, qui va créer le scandale et ça. Mais je me suis dit, mais c'est-à-dire moi, en tant que Marocain, je vais raconter un film où il y a un père italien qui vient, qui est juste raciste et qui est juste là. En fait, ça me paraissait tellement ridicule et je me dis, mais ce qui m'intéresse pour nourrir la trajectoire de Nour, c'est essayer de comprendre la trajectoire de Paolo. Et du coup, c'est comme ça que je me dis, mais en fait, à Marseille, avant les Maghrébins, il y avait les Italiens. C'est ça. Et eux aussi ont eu leur trajectoire et eux aussi ils ont et j'aime bien quand les choses se croisent. Pas forcément que les choses soient tout point soit conclu et tout rentre dans une boîte carrée, mais que les choses créent des lignes de fuite et que des parcours traversent d'autres parcours. Mais un parcours, même quand on le croise très brièvement, il doit donner un peu de sa complexité. Et c'est comme ça, c'est vraiment comme ça que le film est écrit. Chaque personnage donne de sa complexité à nous. Et c'est comme ça qu'il se construit parce que je suis persuadé, en tout cas, moi, c'est comme ça que je me suis construit, que quand vous avez beaucoup voyagé, ou quand vous êtes construit dans ce qu'on appelle dans cet exil, bah, ce qui vous sauve d'une certaine manière, c'est les liens que vous avez réussi à créer. Et c'est très bateau, très naïf, mais c'est une idée qu'il faut quand même dire parce que parfois, quand c'est trop simple, on veut pas le dire alors que c'est quand même très important. Alors que c'est très juste dans le parcours en plus de nous. Je voulais aussi qu'on parle de la musique dans le film. Enfin, Ouais. tu as déjà parlé du rail. C'est une musique qui a évidemment accompagné énormément d'immigrés, que ce soit en France ou dans d'autres pays. Est-ce que tu avais la bande son en tête dès le début du processus d'écriture? Ouais. Alors, le rail est particulièrement Cheb Hasni. Ok, C'est un rapport personnel. C'est-à-dire, moi, j'écoute ça depuis 30 ans ok. et j'ai vu j'ai un demi-frère qui écoutait ça en boucle, mais c'est franchement plus une drogue qu'autre chose, quoi. C'est vraiment, quand je Une dis en obsession. boucle, c'est en boucle, littéralement, c'est-à-dire que des heures par jour, quoi. Donc, c'est quelque chose qui m'a toujours accompagné, qui était toujours pour moi lié à ces gens à Marseille. Et il y a eu une scène du rail très importante à Marseille dans les années 80 et 90. Donc, quand j'ai commencé le film et que je travaillais sur cette question de l'exil, le rail est venu débloquer quelque chose. La présence du rail et l'écoute du rail est venu débloquer quelque chose parce que c'est le rail qui m'a permis d'être à la fois dans le sujet des immigrés maghrébins Oui. clandestins à Marseille, et en même temps cette envie d'intime, de l'amour, de l'amitié, etc. Et Laura, il parle de ça. Il parle de Orba, il parle d'amour, de trahison, de choses. Et du coup, ça donne une couleur mélodramatique au film. Ça donne. Et j'avais pas envie d'un film sur des clandestins que social, pas parce que j'avais pas envie de social, mais parce que j'avais envie de l'expérience de l'intime. J'avais qu'on parle de ce qu'ils ressentaient, pas que de ce qu'ils vivaient. Ils avaient de ce qu'ils avaient au fond de leur trip. Donc, le rail est venu comme un révélateur de leurs états d'âme et comme un révélateur de le projet du film. Donc, j'ai évidemment beaucoup de rail écouté pendant, et évidemment à tel point que je me suis dit, le rail ne peut pas être une musique que moi je possède seul. J'aurais pu très bien faire un film, et je mets du rail par-dessus. Je me suis dit, non, il faut que ça soit une musique des personnages. C'est pas une musique de film, c'est une musique de personnages, c'est du scénario. Et c'est pour ça que j'ai mis plein de moments. C'est pour ça que j'ai mis que l'action se passait dans les années 90. Ok. Pour que les personnages vivent quotidiennement avec le rail, parce que c'est leur manière de vivre l'exil. Et donc, oui, il y avait une liste mais longue, une liste il faut des mois pour écouter tout ce que j'ai, vraiment des albums entiers que j'ai numérisés, téléchargés, etc.
Et après, j'ai rencontré Jamel Rfes, qui est chanteur, quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour réhabiliter Ahmed Zarghi, qui est un grand nom du rail, parce qu'ils viennent de la même ville tous les deux en Algérie. Et je l'ai rencontré, et lui, ensuite, il m'a beaucoup aidé à faire les morceaux live comme à l'époque. Et aussi, on a retravaillé la playlist que j'avais, parce qu'évidemment, se pose des questions de droit. Moi, j'aime, et puis, comme moi, j'étais dans des histoires d'amour, d'amitié, d'intime, j'ai choisi de me focaliser un peu sur le rail sentimental avec Nasro, Hasni, etc. Donc, et ça a duré jusqu'à la fin de la post. Ça a été jusqu'à le mix, on a changé des petits trucs. Donc, La mer au loin, c'est aussi la révélation de l'acteur Ayoub Greta, qui avait déjà fait pas mal de séries télé. Il est bouleversant dans le rôle. Comment est-ce que vous vous êtes trouvé? C'est marrant parce que au début, quand j'ai écrit, je me suis dit ça va être très dur pour Serge et Noémie parce que c'est des personnages très ambigus, très ambivalents. Et je me suis dit, bon, il faut des acteurs qui arrivent à passer d'une couleur à une autre très rapidement. Et je me suis dit, pour Nour, ça va pas être facile, mais je vais avoir le choix. Okay. Finalement, j'ai très vite trouvé Anna Mouglalis et Grégoire Collin, qui sont super et que j'ai adoré. Et là où ça devait être très facile, je trouvais pas. J'ai commencé à chercher à Paris. En fait, soit ils parlaient pas marocain, soit il y avait un truc avec la danse, etc., soit avec le look. Et j'allais à Marseille des non professionnels. Quand même, le rôle, c'est pas un rôle pour un comédien non professionnel. Il y a des scènes, il y a des scènes où dans l'émotion, il y avait des dialogues de 2-3 pages. Il y avait de la technique. Donc, c'était pas une esthétique de non professionnel. Donc, j'ai cherché. Et plus je cherchais, plus je me rendais compte que le rôle était particulier. Déjà qu'il fallait avoir un accent en français. Et moi, je voulais pas un acteur qui singe un accent. Ça, c'est terrible. Vaut mieux quelqu'un qui apprenne une langue que quelqu'un qui désapprenne une langue. Donc, il fallait quelqu'un qui soit pas tout à fait à l'aise en français pour qu'il ait l'expérience du personnage de 10 ans. Lui, au moins, il l'est un peu sur le tournage. C'est un peu cette difficulté en permanence à dire ce qu'il pense, à dire ce qu'il aime, ce côté taiseux. Donc, je voulais quand même, très vite, je me suis dit, il faut pas que quelqu'un fasse exprès de pas bien parler français. Il faut quelqu'un qui maîtrise le français chouïa ou tellement. Et ensuite, il fallait quelqu'un qui sache danser, qui soit un peu dans cette énergie du début, mais aussi qui soit taiseux. Et surtout, je me suis rendu compte que le rôle était un rôle d'écoute. C'est quelqu'un qui passe sa vie à écouter les autres et qui prend de chez eux, absorbe exactement. Et donc, il n'y a rien de plus difficile pour un acteur. Je m'en suis rendu compte avec ma petite expérience. Quand vous mettez un acteur autour d'une chaise et vous dites, bah là, tu fais que écouter, c'est extrêmement difficile. Parce qu'il va dire, j'écoute comment, je fais quoi? Non, juste écoute, les bras croisés, non, essaye de pas en faire beaucoup. Juste écouter, c'est pas facile. Et j'ai cherché, et très tardivement, plusieurs personnes m'ont parlé d'Ayoub. Amin Ouadni, le directeur de casting, Mariam Hamdi, qui était la directrice de production, et Nisrine Radi, qui est aussi une copine actrice, qui m'a dit, ah, tu devrais voir quand même ce garçon, il correspond à ce que... Et quand je l'ai vu, c'est vrai, il avait chez lui cette sensibilité. On n'était pas dans la même famille de jeux, c'est-à-dire que moi, j'ai cherché quelque chose de différent de ce qu'il avait l'habitude de jouer, parce que le film est inscrit sur un autre rythme. Mais il avait en lui cette sensibilité. C'est quelqu'un d'extrêmement poreux aux émotions des autres. Et il avait cette aisance avec son corps, mais il avait en même temps cette extrême fragilité il a quelque chose de très touchant. Et de fragile. Et c'est quelque chose qu'il a assumé dans le truc. Donc, on a travaillé ensemble, mais quand je l'ai trouvé, ça a aussi débloqué le personnage là-dessus. Et à quand la sortie au Maroc? Parce que du coup, Normalement, octobre. Ok. Voilà, parce que ça prend du temps, parce que voilà, il faut trouver des créneaux, des dates. Évidemment, c'est un peu tard, mais vaut mieux tard que jamais. C'est ça. Au moins, il sort. Il sort. On arrive à la fin de l'épisode. Du coup, je vais te poser une série de questions-réponses. Rapide. Ouais, c'est ça. Classique. Alors, un film que tu aurais aimé produire? Oh là là. Deux réalisateurs avec qui j'ai travaillé, mais que j'ai pas produit. J'étais trop jeune pour produire leur film. Ok. Mais j'aurais dit Mille mois ou Alizawa. Trop bien. Voilà, un des deux. Ok, super. Un film que tu aurais aimé réaliser, du coup?
True Lovers de James Gray. Ok, cool. Une expérience marquante dans une salle de cinéma? M'endormir devant Tsai Ming-liang. Ok, d'accord. Un film qui t'a fait pleurer? J'ai pas envie de dire de conneries, mais je crois Le vent se lève de Ken Loach. Ok, ça marche. Un film qui t'a fait rire? Le dernier film qui m'a fait rire. Alors, voilà. Ça peut être une série aussi. Une série, The Studio. Ok, Voilà, une dernière série qui m'a fait rire. ça marche. Si tu devais citer un film qui a changé ta vie, Un film qui a changé ma vie, Barry Lyndon. un film que tu peux voir en boucle. J'ai un film que j'ai vu en boucle, adolescent, c'est The Fight Club. Et un film que j'ai vu en boucle, j'ai un peu plus vu en boucle, mais c'était aussi le truc, c'est Carol, Carole de Todd Haynes. Ok, super film. Un film guilty pleasure? Un film, Le sens de la fête. Ok. Qui est un très beau, Tanaka Toledano. C'est pas du tout guilty, mais un film. Oui, c'est très, pas très- guilty. Non, c'est pas. Non, Très Guilty senti. Pleasures, non, ça va être plus des séries, alors. Ok. C'est une- Non, mais vas-y, si c'est Ouais. une série que t'as en tête. Mais c'est pas guilty, hein, non, genre. Moi, tous les signes, tout ce qu'on voit, c'est pas guilty. Après, je suis d'accord, je suis pas tout ce hyper qu'on- fan de la notion Ah ouais, guilty moi, pleasure. je vais voir non, voir des films, j'ai pas de. C'est juste, ok, pleasure, sans la Ouais. guilty. Alors, tu peux inviter un réalisateur, un producteur, un acteur, et puis la personne de ton choix à dîner. Qui est-ce que tu choisis? Ça peut être des personnes mortes, vivantes. Ah oui, voilà, Ouais. on va garder les vivants. Non, c'est une question très difficile, parce que du coup, il faut pas. Non, mais je sais pas, Joaquin Phoenix avec, Trop bien. avec James Gray, oui. Très Ok, bien. trop cool. Ah, et la personne de ton choix, parce que du coup, tu as donné un acteur, un réalisateur, Et une autre et personne, une personne qui tu veux. c'est trop dur. Non, mais tous les trois, c'est très bien. C'est bon, le dîner est au complet. On va bien parler. Merci beaucoup, Saïd. Voilà, merci. Et à bientôt, j'espère. À très bientôt, merci. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'à la fin. On se retrouve très vite avec une invitée très spéciale que j'ai hâte de rencontrer. Mais je vous en dis pas plus. À bientôt.